Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Bonjour. Et bonjour. Donc, j'ai prévu qu'on voyage un peu en fait comme la BD. J'ai pris quelques extraits de films, j'ai pris des extraits de documentaires sur elle et surtout beaucoup d'extraits de la bande dessinée. Comme ça, on va pouvoir voyager à travers la vie d'Alice Guy. J'ai pensé qu'on pourrait commencer déjà par des présentations peut-être et de votre carrière avant d'arriver sur Alice Guy. Et voilà, chacun qui se lance. Normalement, par courtoisie, je devrais laisser Catel. Parler. Catel et moi travaillons depuis 2003-2004 ensemble, avec une première publication ensemble aussi en 2007. Notre premier ouvrage commun, c'est Kiki de Montparnasse, qui nous a tout à coup ouvert la voie sur une série qu'on n'imaginait pas entreprendre, c'est-à-dire tout à coup des femmes formidables. Ensuite, Olympe de Gouges, Joséphine de Becker et aujourd'hui Alice Guy. Elles sont toutes réunies dans une collection chez Casterman qui s'intitule Les clandestines de l'histoire. Et là, pour rentrer dans le dur, je peux donc passer la parole à Catel qui va nous expliquer ce que c'est que les clandestines de l'histoire. Oui, alors, dans notre binôme, José-Louis est scénariste, moi je suis dessinatrice. On fait finalement un monstre à deux têtes. Et donc le scénario, c'est assez compliqué parce qu'il s'agit de biopics, c'est-à-dire vraiment de biographie graphique de femmes. Et il s'agit à la fois de savoir écrire un scénario, mais aussi d'avoir une vue d'historien et aussi de littérature pour arriver à faire parler les personnages avec leur langue propre. Parce que Olympe de Gouges, au XVIIIe siècle, ne parle pas de la même manière que Joséphine Baker en 1970. Donc voilà, de son côté, José lui un énorme travail d'écriture, et moi, j'ai le travail du dessin, de l'iconographie, de chercher des documents, de faire des repérages, dessiner, et de me coller finalement après qu'on ait fait un storyboard ensemble au dessin purement les crayonnés, les ancrages, etc. Et alors petit à petit, comme expliquait José-Louis, nous avons d'abord travaillé sur Kiki de Montparnasse et nous avons conscientisé notre travail parce qu'on n'avait pas l'idée de faire une série. Mais comme le premier livre a eu beaucoup de succès, ça nous a donné la possibilité d'en faire un deuxième, le deuxième pareil, un troisième, ainsi de suite. Et on s'est rendu compte, on a conscientisé en fait petit à petit notre travail en se disant mais en fait on fait une sorte de collection sur des femmes formidables. Mais qui sont-elles? Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup des femmes formidables. Donc nous, encore une fois, presque inconsciemment, on a cherché des femmes qui avaient laissé une trace dans l'histoire. C'est pour ça qu'on appelle ça les clandestines de l'histoire. C'est des femmes qui ont laissé une empreinte artistique ou politique dans l'histoire, indélébile, que beaucoup de gens connaissent et de façon universelle, mais l'histoire ne les a pas retenues dans ces livres. Voilà, par exemple, Kiki de Montparnasse, c'est le violon d'Ingres, la fameuse photo de Man Ray de dos, qui est la carte postale la plus vendue au monde. Et on sait éventuellement que c'est Man Ray qui a fait cette photo, mais personne ne savait qui était Kiki. Et où qu'on aille dans le monde, les gens avaient une idée de cette carte postale quand même dans l'inconscient collectif, que ce soit au Japon, en Turquie, en Finlande, les gens connaissent. Pareil pour Olympe de Gouges, c'est quand même la femme qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avec cette phrase qui commence en disant « Les hommes et les femmes naissent et demeurent égaux en droit ». Tout le monde connaît cette phrase et peu de gens savaient que c'était Olympe de Gouges. Maintenant, ça y est, elle rentre dans les livres d'histoire. Et puis Joséphine Baker, elle rentre carrément dans la grande histoire puisqu'elle va être panthéonisée fin novembre. Mais Joséphine Baker, c'était qui? La première star noire de couleur, enfin noir avec des bananes autour de la taille, qui est une image assez rétrograde. Et finalement aujourd'hui, on commence à savoir que Joséphine Baker, c'est beaucoup plus que ça. Donc notre livre aussi, c'était pour raconter tout son travail sur la résistance et tout son combat pour l'égalité en général, les droits civiques. Voilà. Et puis maintenant, Alice Guy, évidemment, la première réalisatrice, mais elle a quand même fondé la Gaumont. Et tout le monde connaît la société Gaumont. Personne ne connaît Alice Guy. Elle a fait plus de 500 films. Elle a été une grande productrice aussi. Enfin, elle a une vie absolument incroyable. On aurait d'ailleurs voulu inventer ses vies qu'on nous aurait jamais cru, tellement elles sont romanesques. Voilà. Est-ce que je peux avoir l'image de mon ordinateur à la régie? Parce que j'avais mis justement, voilà, les...
Et donc, c'est une superbe entrée en matière sur déjà votre processus de création. Et du coup, j'ai sélectionné pas mal de planches, notamment celle-ci qui est au tout début et qui m'amenait à vous demander pourquoi. Alors là, on est plus d'un point de vue narratif et de choix narratif. Aborder sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Spoiler, désolé, mais Ouais, elle meurt à la fin. elle meurt à la fin. Désolé. Bon. Mais, Et Joséphine aussi, elle meurt à la fin. pourquoi en fait aller choisir ce point de vue-là plutôt que se focaliser sur des moments importants ou sa carrière? Alors, dans une biographie, c'est la base même, c'est d'être linéaire et de commencer par la naissance. Et même dans une biographie scientifique, on va avoir droit à un ou deux chapitres sur les ancêtres, la recontextualisation historique, etc. Là, on est quand même beaucoup plus sobre. Hop, elle naît. On doit être à la 4e planche, et ça y est, Alice Guy naît. Oui, comme on a un principe narratif linéaire, oui, on commence avec la naissance et on termine avec la mort. Ne se préoccuper que des extraits, ça aurait été un point de vue scénaristique, cinématographique. Le cinéma, c'est du temps. Le livre, c'est pas du temps. Ouais, je veux dire, c'est le lecteur qui choisit le temps qu'il va mettre à lire. Donc, si nous, on lui fait une proposition de 500 pages ou de 50, c'est notre choix. Ce n'est pas le choix de la salle. Je veux dire, la salle, du programmateur de la salle, qui doit remplir du temps. Donc, à partir du moment, dès Kiki de Montparnasse, on a eu la chance de commencer à faire ce projet Kiki de Montparnasse, parce qu'auparavant, en bande dessinée, là je reviens à l'édition de bande dessinée, le roman graphique avait fait son apparition depuis longtemps, mais surtout il était devenu quelque chose d'intéressant à la fois pour les libraires et à la fois pour les éditeurs. Et donc les éditeurs étaient prêts à suivre plus facilement des projets de romans graphiques qu'ils ne l'auraient fait dans les années 80 ou 90. Donc ça a été une chance pour nous, Catel et moi, de se dire on a envie de raconter l'histoire de Kiki de Montparnasse et on se donne toute la liberté. La bande dessinée, classiquement, c'est plutôt 48, 58, 60 pages maximum. Là, on était parti pour 600 pages. Non, ça, c'était pas possible. Donc, on a quand même réduit parce que je n'allais pas tuer Catel. C'est Catel qui travaille, vous avez bien compris, parce que dessiner, elle fait tout. Elle fait les décors, les costumes, la mise en scène, le cadrage, les lumières. Et c'est compliqué, c'est du noir et blanc. Donc, on s'est limité assez rapidement à disons, entre 300 et 400 pages, ce qui est déjà délirant. Donc, à partir du moment où on a l'espace pour raconter une histoire, oui, on n'est pas obligé tout à coup de se dire c'est un biopic et puis on va commencer au moment comme au cinéma, où tout à coup il faut choisir un moment qui va représenter et qui va permettre peut-être des incises, des flashbacks, des trucs comme ça pour qu'on comprenne bien le personnage. Nous, on est hop, elle naît, hop, elle vit, hop, elle meurt. Et on suit. Mais sur beaucoup de pages. Voilà, c'est la chance de la bande dessinée. On ne peut faire ça qu'en bande dessinée. Il me semble aussi que c'était un moyen de poser un contexte aussi dès les premières pages, notamment celui de ses parents Bien et de sûr. son... Parce qu'elle vient finalement d'une sorte de petite bourgeoisie. Exactement. Et ça fait partie, j'ai l'impression, des mythes autour d'Alice Guy qui étaient, oui, en fait, si elle a réussi à devenir la première réalisatrice, c'était parce qu'elle était issue de la bourgeoisie. Sauf que, en fait, moi, je l'ai appris aussi avec la BD. Ça s'est assez mal passé très vite pour sa famille et elle est tombée enfin, elle ne faisait plus partie de la bourgeoisie. Donc oui, c'est ça. C'est une bourgeoise déchue, entre guillemets. Son père était libraire, éditeur en Amérique du Sud, basé entre Valparaiso et Santiago du Chili. Sans doute vivant très bien et faisant vivre sa famille. Et il est, si on peut quand même le dire, il a quand même des problèmes de sous à un moment donné. Et c'est une famille qui est ruinée à son retour en France. C'est la grande chance d'Alice Guy, d'une certaine manière. Parce que sinon, elle aurait suivi la voie normale d'une fille de la bonne bourgeoisie, c'est-à-dire qu'on l'aurait mariée, elle aurait fait des enfants, etc. Mais là, son père meurt, son frère meurt, il ne reste plus qu'elle et sa mère. Il faut absolument gagner sa vie. C'est ce qui va faire aussi
sans le savoir, la modernité d'Alice Guy. Elle doit gagner sa vie. Et on est à la fin des années 90, du 19e siècle, évidemment. Et donc, cette carrière commence, j'ai la planche quelque part, mais par un métier de secrétaire, finalement. Oui, elle fait de la sténodactylographie, exactement, ce qui est un métier tout à fait moderne à l'époque. Et elle est la seule femme là-dedans. Donc très vite, elle se fait ennuyer par les hommes qui la méprisent ou qui la harcèlent. Et là, il y a deux possibilités. Ou elle arrête ce métier tout de suite et puis elle va faire autre chose, quoi, boulangère. Ou elle se bat et elle affronte ses hommes. Et elle choisit d'affronter et de gagner sa place et de se faire respecter. Donc ça, c'est très important. Très jeune, elle apprend à se faire respecter. Et quand Gaumont va l'engager, elle aura même elle est même très impertinente. Quand Gaumont l'engage, il trouve qu'elle est très douée comme sténodactylo, mais il la trouve aussi très très jeune pour le poste qu'il cherche de secrétaire. Et quand il lui dit « vous êtes très jeune pour le poste », elle lui répond « ne vous inquiétez pas, cela va me passer ». Et c'est là que Gaumont l'engage en se disant quand même, cette petite aide la répartie, elle a quelque chose et il croit en elle. Il croira toujours en elle en fait. Il va quand même la pousser, tout en la trouvant un peu bizarre, hein, parce qu'elle a quand même des idées un peu farfelues. Mais il lui fait confiance et il lui donne en fait la possibilité de s'émanciper. Et ce qui est intéressant socialement, c'est que lui, il est exactement d'une classe opposée. Il est fils de cocher, il va devenir ingénieur, il va monter sa société, ou c'est un vendeur, c'est un ingénieur qui vend des appareils de projection et de photographie. Et lui, son but, c'est de trouver des appareils de plus en plus perfectionnés, de les vendre de mieux en mieux. Alors qu'Alice comprend très vite que pour vendre des appareils, il faut mettre quelque chose dedans, il faut un contenu. Et elle observe les frères Lumière, elle observe Méliès qui commence à faire leur premier film. Et elle se dit, en faisant des histoires et en filmant, on va arriver à vendre ces appareils de projection. Et c'est ça son génie, c'est qu'elle fonde finalement avec Gaumont la société Gaumont, parce que sans Alice, Gaumont n'aurait pas pu devenir ce qu'il est, et le contraire aussi. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites sur le contexte de travail difficile dans lequel elle se trouve, il y a un passage, je ne me souviens plus, je l'ai quelque part par ici, mais voilà, où on est dans le contexte de l'époque, bon, contexte... Affaire Weinstein, vous voulez dire. Voilà. Et ça m'amène à ma question, est-ce que, et pas seulement avec Alice Guy, mais vos travaux antérieurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de militant dans votre approche, finalement? Alors, oui, bonne question. Non, en fait, c'est pas militant. D'ailleurs, toutes nos héroïnes ne sont pas militantes. Elles sont féministes par essence parce qu'elles sont des femmes affranchies et libres, mais aucune de nos héroïnes n'est une militante engagée. Et notre but n'est pas de faire du militantisme, sinon on ne ferait pas ça. Hein, ça nous arrive, moi ça m'arrive de faire des dessins pour le féminisme, pour faire avancer la cause, mais c'est pas dans la bande dessinée que je fais ça. Dans la bande dessinée, nous voulons en fait donner des modèles. Nous avons des filles et on nous est rendu compte que dans les livres d'histoire, il n'y avait pas de modèle féminin, tout simplement. À part Jeanne d'Arc et à part Marie-Antoinette, il n'y avait pas grand monde à qui s'identifier. Et en plus, ce n'est pas les destins les plus enviables, à ces deux-là. Donc on s'était dit, mais où étaient les femmes? Que faisaient-elles? Ou qu'ont fait les hommes en ne les mettant pas dans les livres d'histoire? Et l'idée, c'était plutôt d'enrichir les livres d'histoire avec de nouvelles personnalités qui ont marqué l'histoire, comme je disais au début, mais que l'histoire n'a pas retenu. Et voilà pourquoi Alice Guy tombe sous le sens, parce qu'elle a fait avancer l'histoire du cinéma. C'est la première réalisatrice, mais elle a aussi été très innovante dans beaucoup de choses dans le cinéma. C'est pas seulement la pionnière, c'est aussi une sacrée créatrice. Et c'est ça dont on ne parle pas assez, et c'est peut-être ça dont on va parler. Mais c'est ça notre modèle, c'est quelqu'un qui crée. Là, pour Alice Guy, c'est ça le principe, c'est de montrer comment une créatrice qui part de rien, qui a beaucoup de freins, qui a qui a un contexte social très difficile et psychologique et politique compliqué, arrive tout de même à s'émanciper. Et en ce sens-là, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Sa vie suffit en fait à parler peut-être intrinsèquement de féminisme, mais sa vie suffit à donner un modèle d'émancipation et de liberté, c'est déjà beaucoup. Et l'extrait que vous montrez là, il n'est pas inventé. C'est Alice Guy à 92 ans qui
qui raconte l'histoire devant une caméra de télévision. Ce que ça raconte, en fait, c'est que le droit de cuissage, il a toujours été là dans le cinéma. Simplement, c'était la seule femme puissante qui était capable de le dénoncer à l'époque, et puis qu'ensuite, il n'y en a plus eu suffisamment puissante, en tout cas, pour pouvoir aller contre ce genre d'agissement. Mais bon, on sait bien. Voilà, elle le dit juste assez tôt, quand même. Oui, absolument. Et c'est On n'allait pas passer à côté de ça à partir du sûr. moment où on raconte la vie d'Alice Guy. Et en même temps, on ne l'a pas développé, justement. On est resté assez succinct, on aurait pu en faire tout un chapitre à la limite, mais il y a tellement de choses à raconter sur sa vie que voilà, on voulait que ce sujet-là y paraisse, mais pas plus que ça non plus. Et puis finalement, il n'y a pas besoin d'en rajouter dans le sens où sa vie, c'est de façon inhérente, c'est là en fait. Et même, c'est vrai, il y a plusieurs citations passionnantes d'elle où justement elle compare par exemple, après qu'elle ait été aux États-Unis pour ouvrir son studio et tout ça, qu'elle compare en fait les modes de travail français et américains en disant qu'il y a beaucoup plus d'abus en France qu'aux États-Unis et qu'on la prend beaucoup plus facilement au sérieux et qu'on n'a aucun problème avec le fait qu'elle soit réalisatrice. Et voilà, ça, c'est des choses qui sont dans la bande dessinée, qui sont montrées, mais sur lesquelles il n'y a pas besoin finalement de dire plus parce que on comprend tout de suite le contexte de l'époque, quoi. Et la différence entre la France et les États-Unis à ce moment-là, ce qui est quand même assez étonnant. Là aussi, hein, c'est inspiré d'un vrai texte, d'une vraie communication d'Alice à ce sujet. En fait, on n'invente rien. On met en scène, mais on ne se permettrait pas d'inventer ce genre d'éléments. Dire, ah, ils sont super méchants, les garçons, avec Alice. Non, c'est... Alors, j'avais un petit extrait vidéo. J'aurais beaucoup aimé être actrice parce que j'avais des amis qui s'occupaient de théâtre. Mais alors j'avais un père qui me disait « Ah non, jamais. Actrice ». Mon père a dit « J'aime mieux te voir morte. » Vous savez ce que c'était que la bourgeoisie à ce moment-là. J'avais besoin de gagner ma vie. Voilà, donc je pensais que c'était intéressant justement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, mais sur le comment a commencé sa carrière et puis sur ce rapport à la bourgeoisie et finalement son premier métier qu'il a fait entrer dans le monde du cinéma un peu par hasard finalement. Alors, par hasard, elle apprend un métier qui est d'une hyper-modernité pour l'époque, donc sténodactylographe. Et donc, une sténodactylographe, elle va travailler dans des entreprises hyper modernes aussi. Et le comptoir de la photographie qui appartient d'abord à M. Richard et qui va être racheté par M. Gaumont, c'est le comptoir de la photographie. Alors c'est hyper moderne parce que quelques décennies auparavant, il fallait entre 20 et 30 minutes pour prendre un cliché, pour prendre un portrait. Là, on est déjà à l'ère de l'instantané. Hein, donc tout Paris se presse au comptoir de la photographie pour acheter des plaques lumière. C'est comme ça que les lumières ont fait fortune avec la photographie. Tous ces gens ont fait fortune avec la photographie, en réalité, avant de se lancer dans le cinéma. Et donc, de la photographie au cinéma, quelle est la passerelle? Et bien parce qu'une fois qu'ils sont arrivés à l'instantané, ils sont en train de se dire, tiens, ce qui serait drôlement bien avec la photo, c'est de décomposer le mouvement. C'est comme ça qu'ils inventent, en tout cas en France, la chronophotographie, c'est-à-dire on prend suffisamment de photos pour que ça puisse décomposer le mouvement. Mais une fois que ces photos sont mises les unes derrière les autres, ça reproduit le mouvement. Ça fascine tous ces chercheurs, tous ces ingénieurs, tous ces techniciens. C'est que des techniciens tous. Hein. Ce qui les intéresse, c'est d'arriver à... Bon, les Lumières vont être les premiers à inventer la projection. Ils n'inventent pas l'image, qui bouge. Hein. Ils inventent la projection. C'est Edison aux États-Unis qui a inventé le cinéma d'une certaine manière. Eux, ils inventent la projection, c'est-à-dire qu'on puisse regarder des images tous ensemble. Donc il n'y a que ça qui les intéresse. Et Alice, vous avez montré les petites images où elle est en train. C'est une publicité en fait. C'est une publicité pour un appareil photographique qui est un best-seller à l'époque, qui sont les photos jumelles. Et donc elle a 21, 22 ans, un truc comme ça à l'époque. Et d'instinct, donc elle n'avait pas le droit d'être actrice. Hein. Son père retrouvait l'extrait est formidable. Mais en même temps, elle est quand même fille de libraire, éditeur. Elle a beaucoup lu de théâtre, elle a beaucoup lu de romans. Elle est extrêmement cultivée.
Et si elle ne se mettra jamais devant la caméra, ou un tout petit peu, en fait, se mettre derrière, c'est créer et inventer des histoires. Et c'est ça son truc. Et elle est sans doute la première à comprendre dans la société Gaumont, mais que c'est ça, c'est là qu'elle va pouvoir s'intégrer. Surtout que Gaumont la regarde, genre oui, ça c'est des trucs de jeunes filles, là, de faire des films, allez-y, mais faites le boulot d'abord quand même. C'est comme ça qu'elle commence. Le boulot de secrétariat, qui est quand même un truc un peu plus important. Et tous ces hommes ne croient absolument pas à l'avenir du cinéma. Hein. Commencer par les Lumières, ils pensent que vraiment, c'est vraiment un truc de foire, c'est un divertissement. Bien sûr, à l'époque, les films, c'est pas du tout le 7e art. Hein. C'est un truc technique qui va permettre de faire des films qui vont être vendus à des forains qui eux-mêmes vont peut-être acheter des appareils de projection pour projeter dans les foires des films. Mais les films ne sont pas signés. C'est des bobines très fragiles qui s'enflamment facilement. Donc on les perd, on les brûle, on les use. Et ça passe, c'est du flux, c'est vraiment du flux. Et personne ne croit que ça va avoir de l'avenir. Hein. Et surtout pas les techniciens et tous ces hommes célèbres pensent que ça va être un feu de paille et qu'on trouvera autre chose après, mais que c'est un moment pour développer finalement une technologie. Et preuve en est en fait qu'aucun de ces films n'est conservé, que en fait la création se perd et on dit qu'elle n'a jamais revu ces films même avant sa mort. Alors c'est même pas c'est pas un art, hein. Et puis le cinéma primitif, c'est oh tiens, ils auront tous, même Méliès, filmé des trains qui entrent en gare. Hein. Alors là, c'est ça tout le truc, des courses de vélo. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire au départ, c'est tout est intéressant. Un vélo qui traverse l'écran, waouh. Des gens qui courent, un chien qui joue avec un ballon. Enfin, au début, on filme absolument n'importe quoi. Et les gens, comme me le disait Catel, c'est vrai que le lieu de diffusion, ce sont les fêtes foraines. C'est une attraction, c'est juste une attraction qui permet un peu de financer quand même les recherches. Donc, on est bien content de vendre des appareils et des films. Mais Alice est parfois, on lui crédite parfois le tout premier film de fiction de l'histoire du cinéma. Non, non, pas du tout. Elle le disait elle-même. C'est L'arroseur arrosé des frères Lumière. L'arroseur arrosé. Alors quand on voit tous les films des frères Lumière, on se dit ah ben dis donc quel humour ils ont tout à coup. Et alors en fait, L'arroseur arrosé, c'est non seulement la première fiction de l'histoire du cinéma projeté, mais c'est surtout la toute première adaptation d'une bande dessinée, puisque L'arroseur arrosé est d'abord une bande dessinée qui est là aussi, tout le monde se copie, donc ça peut être aussi bien Christophe que Hermann Vogel, etc. Enfin bon, il y a L'arroseur arrosé, c'est un bon gag qu'on voit souvent dans la presse. Et donc eux, ils l'ont vu, ça les a fait marrer. C'est assez étonnant, c'est aussi la première adaptation d'une bande dessinée. Mais ça ne les intéresse pas tellement de raconter des fictions, les Lumières. Il y a finalement, c'est là aussi où elle est réellement pionnière, c'est qu'elle se dit on peut raconter des histoires parce que les gens vont finir par se lasser des défilés, alors là, des défilés, des danses sous toutes les formes et de ces trains qui passent leur temps à rentrer dans des gares. Voilà. Et c'est là où elle est novatrice. Des courses, des marathons par exemple. Des marathons, enfin, voilà. Et c'est vrai que, alors c'est intéressant parce que ça veut dire que le cinéma est tout de suite un mode d'expression populaire. Les gens se précipitent réellement dans les fêtes foraines pour aller voir des films, et donc ils sont très gros consommateurs, et donc très vite, eux aussi, et effectivement, elle a raison Alice, le public se lasse de tous ces trains qui entrent en gare en permanence. Une fois qu'on en a vu un et qu'on fait « Oh, il va m'écraser », ensuite l'effet de surprise est évidemment moins fort. Ma vie du Christ coûta une fortune à la maison Gaumont. Je me demande si c'est pas à ce moment-là que Gaumont décida de m'expédier en Amérique. Un matin, il me dit « Eh bien, mademoiselle, toujours pas mariée ?»« Eh bien non, monsieur. Je suppose que j'aime trop mon travail. J'ai 30 ans. Je travaille dans un milieu où la norme bourgeoise veut que la femme soit avant tout épouse et mère. Je ne veux plus y penser. Je veux faire des films. » Ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est deux choses. Alors, au tout début, on a vu ce film sur la Passion du Christ qu'elle a fait, qui est un film de, il me semble, 30 minutes. C'est une série de films. Une série de films, c'est un peu, c'est une des pionnières de la série. Et en plus du péplum.
Et du coup, qui là, pour le coup, raconte une histoire. On n'est plus dans le gag, on n'est plus dans filmer un événement, on est dans raconter un récit. Oui, mais ça vient un peu après, hein, déjà. On a un peu sauté une étape, qui est d'ailleurs ce que vous allez montrer là, qui sont ces tout premiers films, qui sont des films... On est en 1905-1906 là déjà. Déjà, on a sauté une étape alors parce que le tout premier film, c'est 1896. Elle est plus pionnière. La Fée aux choux, je ne sais pas si vous l'avez. Oui, je l'ai. C'est son tout premier film, parce que là, on est déjà en train de faire un gros pas en avant. Oui. Les premiers films, ils sont très étonnants parce qu'ils sont très féminins. Et je pense que tout le monde regarde ces films d'un air ahuri, parce que personne n'avait idée de faire des films si féminins. Est-ce que ce qui m'intéressait aussi dans cet extrait, c'est pour rebondir sur de nombreux passages de votre BD, c'est ce lien entre vie privée, enfin entre grande histoire et petite histoire. À de nombreux moments, elle va croiser des personnages illustres qui vont jusqu'à Charlie Chaplin vers la fin, Eiffel. Là encore, ça me semblait être un choix narratif intéressant. C'est-à-dire vous tenez à mêler, il me semble, petite histoire d'Alice Guy et grande histoire du cinéma, de la France. Oui, alors c'est un peu notre principe depuis le départ, c'est qu'on essaye de raconter un moment de l'histoire qui est assez connu. Enfin, je veux dire, c'est l'art moderne, le surréalisme et le dadaïsme dans l'entre-deux-guerres avec Kiki de Montparnasse. Mais ce qui nous semblait intéressant avec Kiki, c'était d'avoir de son point de vue, de femme et de son point de vue de témoin et d'actrice du mouvement, alors qu'elle avait toujours été rejetée. Pareil pour la Révolution française, on n'est pas les premiers quand même à essayer de raconter la Révolution française, mais de les raconter du point de vue d'Olympe, donc du point de vue d'une femme, tout en racontant quand même ce qu'est la Révolution française. Oui, c'est ce qu'on essaye, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est d'ailleurs l'histoire individuelle au sein de l'histoire collective. Et là, c'est ce qu'on essaye aussi de faire. Juste pour, même si on va revenir un peu quand, voilà, il y a la Fée aux choux. Juste la vie. Ah, c'est la version 2. Ah ouais, celle-là, elle n'est pas très intéressante. Mais c'est un remake, bizarrement. Il y a une première version, c'est ce qu'on s'était dit avec Nicolas, c'est que la première version, elle fait 51 secondes. Elle est faite, c'est bricolé dans le jardin des laboratoires Gaumont, avec des amis à elle, avec des... Là, la version qu'on va voir, c'est déjà pro. Mais... Et juste pour terminer sur la vie et les passions du Christ, puisqu'on a un petit peu chamboulé, c'est le premier film qu'elle signe, alors qu'elle a fait des centaines de courts-métrages auparavant. Là, La vie du Christ, qui est donc 24 tableaux, qui va être un gros succès, parce que c'est quand même la vie du Christ et c'est un sujet qui intéresse. C'est même une super production. Elle s'inspire d'un livre fameux de James Tissot qui a mis en image toute la vie et la passion du Christ. Donc c'est reproduit à partir de ça. C'est un travail vraiment de super production. C'est la première super production d'Alice et qu'elle va signer. Même si son nom va se perdre et qu'il va falloir du temps pour qu'elle puisse prouver que c'est vraiment à elle, ce film. Ça aussi, c'est encore une autre histoire. Mais donc, c'est un film extrêmement important, la vie et la passion du Christ. Mais qui arrive bien des aléas. Là, j'ai juste remis donc la planche où on la voit diriger ce premier film. Ah, voilà. Peut-être que d'ailleurs, on va pas besoin d'entrer. Okay. Mais ce que je peux dire là-dessus, justement, c'est que ça, c'est son tout premier film en 1896. Et donc, elle a l'idée, dans le jardin là, de chez Gaumont, de faire en 50 secondes une fée qui sort des choux des bébés. Et alors, elle danse un peu, elle ramasse. Il y a 2 vrais bébés, puis après, il y a des poupées dans les choux. Et elle ramasse ces bébés, elle les pose un peu brutalement, mais c'est extrêmement drôle. Et ce film va être copié par plein de gens à ce moment-là, dont Pathé. Alors, ça lui donne de la force, c'est un peu comme nous quand on a fait Kiki. Allez, on en fait un deuxième. Elle fait un deuxième film hallucinant qui s'appelle Madame a des envies. C'est l'histoire d'une femme enceinte qui a des envies irrépressibles, qui va aller faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et elle va se jeter sur une fillette, lui piquer sa sucette et la sucer à sa place. Elle va piquer un verre d'absinthe à un type dans un bar. Elle va piquer la pipe d'un type qui fume et même le repas d'un mendiant. Et alors, elle se délecte. Il y a des gros plans d'elle en train de se délecter de ce qu'elle vient de voler. Et puis finalement, elle se gaffe tellement qu'elle finit par tomber et accoucher dans les choux encore. Donc c'est vraiment un film très féminin et très bizarre. Les hommes à l'époque ne comprennent pas du tout ce qu'elle est en train de raconter.
pendant que Méliès fait des lunes qui croisent des soleils et des escamotages, et que les frères Lumière font des courses cyclistes et des sorties d'usine. Donc elle est très en décalage. Et jusqu'au moment où elle va faire ce fameux film qu'on va voir là, qui sont les résultats du féminisme, où elle pousse le bouchon très loin, puisqu'elle propose un monde inversé. Les hommes ont la place des femmes et la place et l'inverse. Non, oui, je m'arrête là. On n'a pas le dernier tableau. Il y a plusieurs tableaux. Oui, ça se termine par un viol, pratiquement, d'une femme sur un homme. Voilà, c'est totalement audacieux à l'époque de montrer un monde où les femmes dominent, où les hommes sont à leur service, sont coquets, s'occupent des enfants. Là, ils vont se battre pour le bébé. Et ce film va avoir un impact. Oui, on va découvrir un peu plus tard. Là, c'est déjà une industrie. Hein. Gaumont, c'est un gros producteur. Il a des succursales partout dans le monde, en particulier en Russie. Et en Russie, il y a un petit garçon à Odessa qui va voir les résultats du féminisme. Donc, on est en 1906. Et ça va être une révélation pour lui parce que tout à coup, il va s'apercevoir qu'avec le cinéma, on peut inverser le monde. On peut le raconter autrement, on peut le raconter à sa manière. On peut montrer sa propre vision. Et ce petit garçon va devenir Sergei Eisenstein, donc l'un de ceux qui vont transformer le cinématographe en 7e art. Et de son vivant, Alice ne le saura pas. Et d'ailleurs, Eisenstein lui-même ne saura jamais que c'est Alice Guy qui a fait ce film, puisqu'il n'est pas signé. Mais dans ses mémoires, il a beaucoup écrit, hein, Eisenstein, sur le cinéma et sur son rapport au cinéma. Il raconte ce film. Voilà. Donc parfois, on peut être vraiment séminal sans s'en rendre compte. Moi, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans la BD que je trouve très bien retranscrit, c'est cette espèce de... Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on fantasme un peu en tant que cinéphile, mais la folie que c'était le début du cinéma. Quand vous disiez, par exemple, que filmer le moindre événement était une sorte d'extase, en fait, j'ai pensé en fait à une scène d'Hugo Cabret qui me semblait intéressante, justement, qui retranscrit, je pense, pas mal. Alors, on est là chez Méliès, mais l'aspect rêve, en fait, de ce cinéma naissant. Something out of a dream. The whole building was made of glass. In reality, this was to let in all the sunlight necessary for filming
but to my eyes it was nothing short of an enchanted castle. A palace made of glass. There was a lobster in front of it. Lobster. Okay, if that happens again, I'll block. If it's clear, you give me a cue. Voilà, c'est un peu triste que tout le monde parle en anglais, mais ce que je trouve intéressant dans cette scène aussi, et je pense que on pouvait le retrouver dans les tournages d'Alice Guy, il me semble, cette espèce d'effervescence où les gens sont déguisés, tout va dans tous les sens, même si là on est dans l'univers très différent de Méliès, mais est-ce qu'on peut faire un lien quand même Ah ben oui, parce que Alice était une vraie chef d'orchestre. Elle avait un plateau, d'abord elle avait le même genre de hall de cinéma en verrière, comme ça, sur le plateau des Buttes de Chaumont en haut, ça s'appelait le plateau Assard. Donc Gaumont avait fait construire des énormes studios de cinéma, et elle était devenue, finalement, elle était passée de secrétaire progressivement à, comment on appelait ça, directrice Voilà. des prises de vue. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Gaumont, il s'aperçoit qu'il faudrait un studio pour faire plus de films. Et donc, avec le soutien de Eiffel, visiblement, qui est donc l'un des actionnaires de la société Gaumont, un des premiers actionnaires, elle devient directrice du théâtre de prise de vue. C'est la première fois au monde, même que le terme est... Voilà, elle s'invente un titre, en fait. Et elle fait tourner des centaines de personnes. Et on la voit, il y a des photos d'elle. Alors surtout, il y a aussi une nouveauté, c'est que c'est la première qui invente le making-of. Elle fait tourner quelqu'un qui la filme en train de faire chef d'orchestre de tout ce monde-là. Elle a des chorales entières qu'elle fait chanter, avec des décors, des gens qui passent. Voilà. C'est son fameux making-of de quelques secondes. Alice, elle est là. Alice est au premier plan. Ils inventent aussi le premier playback de l'histoire du musical, puisque le chant a été enregistré sur des disques et le phonographe est relié à la caméra de manière à ce que ce soit synchrone et que toute la troupe va chanter en playback. C'est la grosse trouvaille, c'est le truc qui va exciter Gaumont pendant des années, qui va essayer d'imposer partout dans le monde, avec le résultat qu'on sait, puisqu'on parle assez peu des phonocènes de nos jours. C'est le seul document de cette époque qu'on ait finalement de comment on pouvait tourner un film. Parce que personne n'a eu l'idée de se filmer ou de se photographier en train de faire ça. À part Alice. Ce qui, moi, m'a permis de reconstituer, évidemment, dans la bande dessinée, des scènes de mise en scène. Oui, justement, c'était une question. Il y a les ellipses, en fait, dans la BD sont faits avec souvent une architecture. Et j'étais curieux de savoir comment vous aviez fait votre travail de recherche pour coller à la réalité architecturale, par exemple, de l'époque. Mais on a quelques dessins, plans, photos des studios Gaumont, différentes étapes de la construction. Parce qu'il y a eu de plus en plus de studios à partir de 1900. C'est devenu vraiment une grosse industrie avec le plateau Assard qui s'est développé énormément. Donc j'ai regardé l'évolution sur les plans, j'ai fait moi-même mes élévations architecturales
Et puis tout ce que j'ai pu trouver de documents, comme celui-ci par exemple, où je me suis arrêtée image par image pour regarder comment étaient faits par exemple les éclairages, les écrans, le phonocène, tout ça j'ai dû agrandir, regarder, redessiner, et ce qui me permet de reconstituer après. Et le noir et blanc, est-ce que c'est quelle est la raison de ce choix? Déjà, elle est assez évidente, c'est que les documents qu'on a sont en noir et blanc. Et qu'on a toujours travaillé en noir et blanc. Déjà, nos personnages avaient plutôt une iconographie noir et blanc, même Kiki de Montparnasse, la photo de Man Ray, elle est en noir et blanc. C'est des personnages souvent du début du siècle, ou parfois avant même. Donc on a beaucoup de photos, de documents en noir et blanc. Et en plus, il y a aussi un problème économique, c'est qu'on fait des livres de 300 pages qu'on appelle des romans graphiques. Or, les romans sont bien en noir et blanc. C'est de l'écriture graphique. C'est comme si c'était de la typographie, mais c'est dessiné. Et ça se lit comme un roman. Et puis du coup, c'est moins cher à produire aussi, et ça peut être diffusé dans le monde entier. Là, j'ai cette planche qui s'attarde plus sur sa vie privée, sur la rencontre avec son mari, vie privée finalement, qui a un grand rapport avec sa vie professionnelle, parce que son mari travaille aussi dans le cinéma. Oui, il vient d'Angleterre. Il travaille déjà pour la succursale Gaumont de Londres, donc c'est déjà un opérateur de prise de vue. Ils n'auraient pas dû travailler du tout ensemble, mais Alice est allée passer plusieurs mois à tourner en Espagne avec son opérateur habituel, qui était un ancien éleveur de poulets en Bresse. Vraiment, le cinéma mène à tout, et qu'elle avait épuisé. Alors, parce que là aussi, il reste quelques films de cette époque-là, c'est surtout des danses gitanes, parce que les gens adorent voir des danses exotiques. Et donc, elle avait épuisé son opérateur. Et là, l'idée, c'était d'aller tourner l'adaptation de Mireille, premier prix Nobel en langue occitane du romancier Frédéric Mistral. Et donc, il fallait aller tourner ça au Sainte-Marie de la Mer. Grosse expédition, la Camargue, à l'époque. Et Anatole, non. Pitié, j'arrête de voyager avec cette dingo. Et Gaumont lui impose ce type qui est plus jeune qu'elle, pas mal plus jeune qu'elle, 10 ans de moins, que d'ailleurs, ils ne s'entendent pas forcément très bien. Et voilà, ils ne s'entendent pas forcément très bien. Et puis évidemment, au bout d'un moment, la complicité du tournage, là aussi, je crois que c'est une vieille histoire du cinéma, ça, les gens qui sont, les équipes de tournage qui sont dans une sorte de communion artistique, de fusion, et qui finissent par fusionner. Et donc là, ils vont fusionner. C'est-à-dire qu'ils vont finir par se marier. Et là, on peut le dire tout de suite, la carrière d'Alice s'arrête, puisqu'elle se marie. On est en 1907, donc elle est mariée avec sans doute un gars qui était son subordonné, d'une certaine manière. Donc c'est fini pour elle, le cinéma. D'autant plus que Gaumont, qui est toujours sur ses phonocènes, qui est obsédé par ça, envoie à Herbert, le nouveau mari d'Alice, aux États-Unis pour imposer les phonocènes aux États-Unis. Là aussi, on aura vu le résultat. Et Alice abandonne tout, c'est-à-dire sa carrière, ce studio, ces dizaines ces centaines d'acteurs, réalisateurs, scénaristes qu'elle emploie pour faire tourner la machine. Elle est obligée elle est obligée socialement, oui, elle est obligée de tout laisser tomber et d'arrêter cette carrière. Et de faire des enfants. Et de faire des enfants. Mais ça, c'est ce dont elle avait envie, en fait, en se mariant. On en parle un petit peu dans le film d'Emmanuel Gaume que vous nous avez montré tout à l'heure via Alexandra Lamy. Oui, dans ce documentaire, il y a cette citation où elle dit, alors on est avant cette rencontre évidemment, où elle dit je veux juste faire des films. C'est pour ça que j'ai pas de mari. C'est pour ça que, donc on comprend aussi là-dedans l'idée qu'elle est obligée finalement d'avoir une vie de célibataire pour vivre de sa passion finalement. Oui, il y avait beaucoup de ragots aussi qui disaient qu'elle avait une aventure avec Gaumont. Quand on a commencé à faire la bande dessinée, on nous a dit « Ah, mais c'est la maîtresse de Gaumont ». Ça s'est beaucoup dit, redit, répété. Et en fouillant un petit peu, et on a eu la chance d'avoir des archives de première main par Francis Lacassin, qui apparaît d'ailleurs dans la bande dessinée, qui est un historien journaliste, dernière personne qui a interviewé
en vrai Alice Guy fin des années 60 et qui était un ami de José Louis. Et avant de décéder, quand on a d'ailleurs réalisé Kiki de Montparnasse, d'une part, il nous a dit « Faites Alice Guy, elle est incroyable ». Et d'autre part, il a laissé à José Louis une boîte Kodak jaune remplie de documents formidables. Et donc, on a pu, en lisant les lettres qu'elle adressait à Gaumont, plein de choses inédites, on s'est rendu compte que non, bien sûr, il n'y avait absolument rien de compromettant entre eux. Ce qui était quand même gênant, parce que ça aurait pu être amusant à la limite qu'elle ait une histoire qu'on développe, et en même temps un peu réducteur parce que ça aurait signifié qu'elle était là, ou alors parce qu'elle était bourgeoise, ou alors parce qu'elle couchait avec le patron, donc une promotion canapé. Et ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui nous a finalement rassurés, parce qu'elle était là par son savoir-faire et sa volonté et sa pugnacité. Et c'est ça qui est intéressant, et quand elle va suivre son mari, elle est obligée de mettre tout ça de côté. Elle fait ses enfants, elle part aux États-Unis et elle tombe dans une tristesse en fait petit à petit parce que Herbert prend de plus en plus de place. C'est pas un très bon homme d'affaires, gestionnaire. Il va commencer à la ruiner progressivement. Mais d'abord, elle aura envie de reprendre le flambeau et elle va se remettre à faire des films. Et elle va devenir, ça c'est incroyable, on aurait voulu l'inventer, personne ne nous aurait cru, elle va devenir la plus grande productrice des États-Unis. La toute première et la plus importante. Puisqu'elle va fonder sa propre société, la Solax, et elle va produire énormément de films et elle va de nouveau prendre le dessus. Donc il y a une deuxième vie qui commence, elle a 2 petits-enfants et une énorme société, elle arrive à tout mener de front. Et là, dans cette planche, ce que je trouvais intéressant, c'est ce signe « Be Natural » qu'on traduirait par « Soyez naturel », qui est aussi le titre du documentaire sur Alice Guy qui est sorti l'année dernière, il me semble, et où notamment dans ce documentaire on voit beaucoup d'acteurs très connus commenter en fait ce soyer naturel, et qu'aujourd'hui finalement si on la réintroduisait dans l'histoire du cinéma, on pourrait se dire c'est elle qui a inventé ou en tout cas imposé cette idée d'un acteur qui, en tout cas en tant que metteur en scène ou directeur d'acteur, de chercher le naturel. Quand on regarde ces films américains, on s'aperçoit que les acteurs justement, essayent de jouer avec naturel, ce qui fait qu'ils ne se démodent pas. On parlera peut-être un peu de à quoi ressemblent les films finalement d'Alice Guy, mais là c'est assez flagrant. Ils ne sont pas tout le temps en train de faire « Oh, je suis attaqué par quelqu'un, oh, il m'a mal parlé ». Voilà, elle les empêche de surjouer. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, d'abord, il n'y a pas d'acteur au cinéma, c'est quand même un truc de va-nu-pied. Hein. Donc, on prend les potes qui passent, on fait ce qu'on peut. Puis, quand le cinéma commence à vraiment payer, ceux qui snobé le cinéma, mais qui finissent par y venir, ce sont les acteurs, les comédiens de scène. Donc des acteurs de théâtre, des acteurs de comédie, etc., et qui arrivent avec leur emphase, parce qu'il faut qu'on les voit de loin quand ils sont en train de se prendre la tête, ils se prennent vraiment la tête à 2 mains, et donc ils arrivent sur des plateaux de cinéma sans prendre garde au fait que la caméra elle est très, très proche d'eux, et que donc eux-mêmes en jouant, ils vont être très proches du spectateur, que les spectateurs vont bien les voir. Et donc elle est vraiment... Alice, c'est vraiment un mantra pour elle, c'est... oui, soyez naturel, arrêtez de faire des grands gestes avec les mains. Elle invente un peu l'acteur studio aussi, hein, dans Oui, c'était là où la technique. Et donc, on arrive là à une curiosité intéressante, c'est finalement la première réalisatrice d'un film dans lequel tous les acteurs sont afro-américains, qui ne sont pas donc des blancs grimés en noir. Et j'ai aussi une petite scène du film.
Comment est-ce que ça a été possible? Alors, comment ça a été possible? James Russell, alors c'est quand même toute une histoire. C'est que Francis Lacassin, quand il a rencontré Alice Guy en 1963 à Bruxelles, où elle vivait, c'est le premier à avoir travaillé sur sa filmographie. À l'époque, aucun film d'Alice Guy n'était visible parce qu'ils n'étaient pas signés, parce que comme on sait, les films étaient détruits au fur et à mesure, puisque c'était du flux, ça n'avait aucune espèce d'importance historique, qu'il y avait pas, que l'histoire du cinéma commence à s'écrire grosso modo avec Sadoul en 1946, et elle, Alice, elle a commencé en 1896. Plus personne ne se souvient d'elle, d'autant plus qu'elle a quitté la France en 1907. Et donc, Francis Lacassin, son premier travail, c'est de faire la filmographie avec elle. C'est-à-dire tout à coup dans ses souvenirs, et puis elle a énormément d'archives, alors elle sort des photos avec les dates, etc. Ça, c'est le premier travail. On sait que Alice Guy de son vivant, ne va retrouver aucun film français, ni aucun film américain. Elle va même faire des recherches aux États-Unis. Elle va rien revoir. Ce qu'on sait d'Alice Guy, à l'époque où Lacassin commence à écrire donc, sur elle au début des années 70, c'est qu'elle a effectivement fait des films. On les retrouve petit à petit parce qu'elle donne les synopsis, parce qu'elle donne des photos, et qu'on va finir avec le temps, mais là je suis en train de parler quasiment des années 2000, hein, où on va commencer à retrouver ces films. Et jusqu'en 2018, où un collectionneur, les films on les retrouve où généralement dans des hangars, et dans des hangars où des anciens forains ont laissé leur matériel. Et c'est comme ça depuis des décennies qu'on retrouve finalement les films de la première époque du cinéma. C'est parce qu'évidemment les producteurs gardaient rien. Donc c'est comme ça qu'on arrive à reconstituer. Il faut savoir qu'aujourd'hui on n'a pas retrouvé plus de 10% des films produits à cette époque-là. Donc c'est très très peu. Heureusement on en a retrouvé quelques-uns d'Alice Guy. Et on continue à en retrouver. En 2018, il y a un collectionneur américain qui tout à coup est alerté qu'au fond d'un hangar, il y a une caisse avec plein de bobines dedans. Hop, il achète sans même regarder. Puis le problème, c'est que voilà, c'est des bobines de films noir et blanc. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc il commence à les dérocher. C'est incroyable. Tout à coup, c'est un casting entièrement de noirs américains, mais d'où ça vient? Au pays de la ségrégation. Au pays de la ségrégation, d'où ça vient, etc. Alors, comment on arrive à retrouver? C'est que dans les filmographies qui ont été faites d'Alice Guy, évidemment, ils sont beaucoup partis pour arriver à la reconstituer des journaux corporatifs de l'époque, où il y a les publicités, où il y a les synopsis. Voilà. Et The Fool on His Money, c'est le titre de ce film, et dans les filmographies d'Alice depuis au moins 30 ans. Voilà. Donc et on avait même retrouvé le synopsis. Et c'est grâce à ça, avec le titre et le synopsis, qui a été confronté, j'imagine avec des logiciels où on met des mots-clés, etc., qui a été confronté aux images, que tout à coup on a découvert que The Fool on His Money, c'était un film avec des acteurs noirs. Ni Alice, Alice on avait parlé à l'époque, je vais en parler juste après, mais surtout, en fait, il n'avait pas été identifié dans la presse corporative de l'époque comme un film avec uniquement un casting d'acteurs noirs. Donc, on a découvert ces images et donc découvert un pan hyper important de l'histoire d'Alice Guy il y a seulement 3 ans. Et pourquoi c'est drôlement important? Pas seulement parce que le film, en réalité, est beaucoup plus long que ça et très drôle, c'est que ça remet en cause l'histoire même du cinéma américain. Puisqu'il est établi dans l'histoire du cinéma américain que le premier acteur noir qui est devant une caméra, c'est 1914. C'est un acteur noir très connu au théâtre et qui joue le rôle de Tom dans La Case de l'Oncle Tom. C'est déjà à ce moment-là la 4e version au cinéma de La Case de l'Oncle Tom qui n'a jamais été jouée par des noirs. Puisque ce qui amuse le public blanc à l'époque, c'est des blancs grimés en noir. Blackface. C'est ça qui les fait rire. Et alors voir des vrais noirs en train de jouer des rôles de noirs, ça semble aberrant pour les producteurs de spectacles. Donc c'est quand même incroyable, parce que ce film, en fait, date, et c'est ce que nous permet d'établir la filmographie, de 1912. C'est-à-dire que 2 ans avant qu'on ait droit à un noir dans un film casté avec uniquement des blancs grimés,
Alice fait ce film avec uniquement des acteurs noirs. Alors là aussi, il y a une histoire. Pourquoi que des acteurs noirs? Oui, mais déjà en France, elle faisait tourner des acteurs noirs, parce qu'en France, il n'y avait pas la ségrégation. Donc dans La vie du Christ, il y en a quelques-uns. Elle a aussi fait des films un peu humoristiques avant, avec parfois un acteur noir. Mais là, elle est aux États-Unis, elle a bien conscience de la ségrégation, et il est question de faire tourner sa troupe de blancs, donc grimés en noir, parce que c'est comme ça que ça se fait. Sauf qu'elle a vu, elle a découvert peu de temps avant dans un musical un certain James Russell qui est un gars connu, un black qui fait rire tout le monde sur scène, qui est une sorte de Louis de Funès noir et très apprécié. Et elle se dit, ce gars-là, il faut absolument qu'il tourne dans mon prochain film. Et elle le propose à sa troupe, dont c'est, comment s'appelle-t-il encore cet acteur très connu? C'est pas Darwin Clark, c'est l'autre, je sais plus, peu importe. C'est voilà, d'ailleurs il a complètement disparu de l'histoire, mais c'est l'acteur du moment et donc elle propose à cette troupe d'introduire James Russell. Et ils sont totalement indignés, c'est absolument impossible pour eux de se mélanger à un acteur noir. De se faire grimer, ils sont OK, de jouer les rôles, ils sont OK, le scénario, tout est OK, mais surtout pas de se retrouver sur une même scène qu'un acteur noir. Et finalement, audacieuse comme elle est et toujours obstinée, eh bien, elle décide de virer toute sa troupe et de prendre toute la troupe de James Russell et de mettre que des noirs. Et ça, c'est vraiment Alice aussi. Elle n'a pas froid aux yeux, d'autant plus qu'elle sait que ça va être compliqué à vendre ce film. Ça ne va pas forcément faire recette. Et ça ne l'empêchera pas de faire ce film, dont le scénario est drôle et très touchant. J'en viens ici à donc on est plutôt vers la fin de la BD, une rencontre avec Charlie Chaplin. Donc elle est évidemment aux États-Unis. Là encore, on retrouve un peu cette idée de petite et grande histoire et la façon dont elle a navigué en fait, et ce qui rend encore plus fascinant le fait qu'elle soit aussi inconnue pendant toutes ces années, alors qu'elle a côtoyé tous ces personnages totalement illustres des livres de cinéma. Est-ce que là, cet épisode qui est très court, c'était quand même important de le mettre pourquoi c'était important de le mettre dans le récit? C'était important parce que c'était une manière... Là, on est en 1922, elle est née en 1873. Elle a fait, grâce aux excellents placements de son mari en bourse, elle a perdu absolument toute sa fortune. Il lui reste son studio sur la côte Est, parce qu'elle n'a pas tout de suite réagi sur le fait que c'était sur la côte Ouest, à Hollywood, que le cinéma allait se faire. Son mari s'est barré avec leur vedette, à Hollywood justement. Voilà, elle est là toute seule, ruinée, avec 2 enfants. Et elle cherche du travail. Elle a croisé Chaplin sur la côte Est, puisque le cinéma, le cinéma américain, il naît d'abord sur la côte Est, à Fort Lee, qui est dans le New Jersey, où tout le monde a toutes les maisons de production américaines vont naître là-bas. C'est là-bas que va débuter Joseph von Sternberg, etc. Enfin, le cinéma américain naît vraiment sur la côte Est, pour des raisons à la fois de lumière, ça c'est ce qu'on nous dit toujours, mais surtout pour des raisons très compliquées de droit d'invention sur le cinéma. Les cinématographeurs vont traverser le continent pour aller en fait se cacher à la Californie. C'est hyper loin. Aujourd'hui, c'est le pendant de la côte Est, mais à l'époque, c'est vraiment... Ils s'ennuient comme des rats à Hollywood. Ils font des films, certes, mais c'est un cauchemar. Il n'y a rien, c'est à peine s'il y a des hôtels. Là, dans les années 22, ça y est, c'est parti, c'est la belle époque, etc. C'était pour montrer... elle raconte elle-même cet épisode. Elle va voir Chaplin pour lui demander si... Elle a écrit un synopsis pour lui demander si elle a envie de peut-être le réaliser ou peut-être le produire. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer son état de déconnexion, parce que quand on cherche un petit peu dans la vie de Chaplin, il est en train de tourner Le Kid, il va mettre 2 ans à le faire. Chaplin, il est obsédé par son propre travail. C'est déjà extraordinaire qu'il l'ait même reçu. Bon, ils se connaissaient sur la côte Est, ils s'étaient recroisés, etc. Mais voilà, elle cherche encore à travailler, ça va être sa toute dernière tentative avant de revenir en France. Et donc, elle cherche à tout prix à travailler. Et Chaplin, ça marche, elle va le voir.
il est très gentil avec elle et les conduit malgré tout. Mais donc c'est ça, c'est tout à coup, elle a été la reine du cinéma aux États-Unis. Et c'est aussi l'histoire du cinéma, hein. C'est la roue tourne super vite. Voilà, elle approche de la cinquantaine, elle est ruinée. Ses derniers films n'ont pas fait le box-office. C'est l'histoire du cinéma encore aujourd'hui. Tu fais pas le box-office, tu dégages. Voilà, c'est l'histoire du cinéma vraiment, Alice. J'ai sélectionné aussi cet extrait pour quand on va revenir à Paris après les États-Unis. C'est un extrait du documentaire sorti l'année dernière qui est assez intéressant. L'effet est plutôt bien fait. We are going to visit locations on the Rue Compas, which is a location for an Alice film called Le Lit à Roulettes, the rolling bed. The bed rolls down this hill, and in the following shot, we see it further up the street, also rolling down the hill. We're on a location for an Alice film called The Drunken Mattress, Matelas Epileptique. This is a bridge over the Rue de Crimée, and it's used for a gag where the mattress falls from the bridge into the street below. This is a location for two Alice films, The Drunken Mattress and The Rolling Bed. One of the entrances to the Parc des Buttes Chaumont, which is used as a location in one of Alice Key's The 4-Year-Old Heroine. The heroine comes up these stairs and catches two thieves robbing a man, and she foils their evil ways and is rewarded by the police. C'est le moment le plus formidable de ce documentaire. C'est les plans qu'ils ont réussi à retrouver. Alors nous, on vit au but de Chaumont. Donc on vit dans le décor d'Alice Guy qui a finalement, on le voit, très peu changé. Oui, puis du coup, c'est intéressant de lier finalement sa carrière, sa création à Paris, finalement. C'est quand même très, très présent. À l'époque, Gaumont, donc entre 1896 et 1906, il tourne énormément au but de Chaumont, dans le quartier. On filme dans la rue, quoi. Surtout, elle fait pas mal de films de poursuite. Donc d'accumulation de personnages qui courent les uns derrière les autres, qui cassent des trucs, etc. C'est la mode du film burlesque. Ouais, c'est ça. Donc ça cavale au but de Chaumont, quoi. But de Chaumont, Belleville. Donc là, sur cette planche, on est à la fin de sa vie où elle tente de faire publier son autobiographie. Elle a des difficultés à trouver un éditeur et on voit en fait quelqu'un qui vient s'intéresser d'un coup à toute sa carrière. Alors le quelqu'un en question, c'est Francis Lacassin, que j'avais rencontré au tout début des années 80 et qui a été un des pionniers dans la recherche sur... Les historiens du cinéma avaient tendance à s'intéresser avant tout à la naissance du 7e art, c'est-à-dire les artistes. Et que Lacassin fait partie de ces premiers chercheurs, fin des années 50, début des années 60, à s'intéresser au cinéma primitif. C'est-à-dire à l'époque où la question de l'art ne se posait pas, où il y avait assez peu de questions qui se posaient, à part comment on va arriver à aller jusqu'au bout de la pellicule, finalement. Et c'est comme ça, en travaillant sur la biographie de Feuillade, qui remonte jusqu'à Alice Guy. Et il a écrit un ouvrage fondamental qui s'intitule Pour une contre-histoire du cinéma, qui est sorti dès 1971. Aujourd'hui réédité Institut Lumière, Actes Sud, évidemment. Et le premier chapitre, il est vraiment le premier quasiment au monde à s'intéresser. Le premier chapitre est uniquement consacré à Alice Guy. Il va ensuite écrire un article important dans un journal américain qui s'appelle Sight and Sound et qui va révéler aux anglo-saxons l'existence d'Alice Guy. À partir de ce moment-là, la nouvelle génération d'historiens va vraiment chercher à en savoir plus sur elle. Mais lui, c'est vraiment un pionnier. C'est lui qui m'a initié dès 1980 à Alice Guy, qui donc pour moi a toujours été un personnage vraiment familier. Et voilà, il fallait juste le déclic pour qu'on se mette à réellement travailler. J'ai un dernier extrait. J'ai vécu 28 ans d'une vie si intense. Si mes souvenirs me donnent parfois un peu de mélancolie,
Je me souviens des paroles de Roosevelt. Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais essayé. Voilà, donc là, on est sur à la fin de sa vie et un peu le regard qu'elle porte sur sa carrière. Je trouve que c'est assez touchant, finalement. Oui, et en même temps, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a échoué? Oui, elle est assez cynique d'une certaine façon. Tout ça, doux amer. Quand elle écrit ça, elle a pas vu ses films depuis. Elle a plus jamais revu ses films. En fait, elle est juste sur les souvenirs. Elle a été très meurtrie quand, dans les années 50, certains historiens du cinéma, dont Georges Sadoul, ont attribué ses films à d'autres qui se les étaient appropriés en disant oui, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah bon, d'accord. L'historien, à l'époque, on avance lentement dans la connaissance. Donc, tout à coup, il y a quelqu'un qui dit c'est moi qui l'ai fait. Ah bon, d'accord. Et personne n'imaginait qu'il y avait une femme à ce poste-là. Et non. Donc, elle est un petit peu amère, et c'est ce qu'on voit aussi un peu dans cette scène avec Lacassin. Elle a écrit ses mémoires et elle n'arrive pas à les publier. Elle n'arrive pas à les publier. Pourquoi elle n'arrive pas à les publier? Parce que finalement, il n'y a aucun corpus visible. Il y a juste c'est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Henri Langlois, qui va passer beaucoup de temps à essayer de retrouver ses films, donc créateur de la Cinémathèque française, et pour lequel il n'y avait aucun doute, c'était la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Mais c'était un fait, et c'était pas une œuvre, puisqu'on ne la connaissait pas. Autant à l'époque, on avait déjà retrouvé les films de Méliès, parce que Méliès avait tout brûlé. Après sa faillite, il a tout brûlé, il ne restait plus rien. Sauf que comme il avait une société américaine qui avait fait sa fortune, en fait, on a retrouvé tous les films des Méliès, pareil, chez des forains, dans des caisses, dans des hangars. C'est ce qui a permis de se dire, mais Méliès, quel génie! Et qu'on puisse dire Méliès est un génie. D'Alice Guy, pendant très longtemps, on ne pouvait que dire elle est la première femme de l'histoire du cinéma. Donc pour un éditeur, ce n'était pas suffisant s'il n'y avait pas une œuvre pour appuyer cette démarche. C'est seulement là, aujourd'hui, là maintenant qu'on est en train de parler, qu'on peut dire oui, elle a fait une œuvre, et comme le disait Catel tout à l'heure, et avec un regard singulier, avec un regard unique et singulier. Donc non, elle n'a pas échoué, mais il n'y a que nous aujourd'hui qui pouvons le dire. On peut peut-être passer à des questions si vous en avez dans le public. Déjà bravo, parce que j'aime beaucoup votre travail, j'ai lu vos précédentes BD. J'avais une question au niveau du travail nécessaire pour réaliser une BD comme ça. Combien de temps au préalable ça se prépare Il nous faut entre le début et la fin de la bande dessinée 3 ans à peu près. Alors on fait d'autres choses pendant ce temps aussi, l'un et l'autre, mais il faut quand même un temps de maturation entre le moment où on commence à chercher des documents, que ce soit pour écrire le texte. José Louis doit lire un tas de biographies, de textes, de revues, de documents sur le cinéma et sur les personnages de l'aventure. Et puis moi, je commence une recherche iconographique de tout l'univers de cinéma. Là, par exemple, pour Alice Guy, c'est trouver non seulement la tête d'Alice à différents âges, la dessiner, mais la tête de Eiffel, de Gaumont, de Chaplin, de tous les gens qu'elle va rencontrer, parce que casting incroyable. Et puis les moyens de transport, et puis les décors, l'architecture, les vêtements, les différents endroits où elle était. Donc on va faire des repérages pour arriver bien à se remettre dans l'ambiance. Tout ça prend beaucoup de temps de préparation. Ça prend environ 1 an de préparation. Et après, eh bien, on fait une équipe de cinéma, nous deux, quoi. On fait le texte. Non, parce que sans texte, pas de bande dessinée de toute façon. Sans bon scénario, pas de bande dessinée. Et donc, on fait un storyboard ensemble. Ça prend aussi un certain temps. Et après, c'est le travail technique. C'est moi qui vais passer du temps à faire des crayonnés, des ancrages. Je vous invite à regarder sur Internet un film qui est Making of de Alice Guy, où on nous voit en 3 minutes faire ce qu'on fait en 3 ans. Toutes les étapes, en fait, pour réaliser cette bande dessinée. Donc c'est un gros travail de longue haleine, mais finalement, un film, c'est une super production qui prend du temps aussi. À nous deux, on fait un petit film graphique d'une certaine façon. On a aussi on vient de faire un film pour Arte aussi, un documentaire avec des dessins qui va apparaître bientôt, au printemps.
sur Alice Guy aussi, oui. Quelqu'un d'autre? Merci. Pardon. Oui, bonjour. C'est Bonjour. peut-être aussi pour rebondir sur la question de la documentation. Est-ce que justement le fait de ne pas avoir forcément autant de documentation que pour des personnes qui ont vécu encore un peu au XXe siècle, est-ce que ça serait vraiment un point rédhibitoire, ou est-ce que vous pourriez envisager, bon, il y a eu Olympe de Gouges, mais d'aller peut-être même encore avant Olympe de Gouges? Je pense par exemple à des figures du Moyen-Âge, Christine de Pisan ou Hildegarde de Bingen, où on a peut-être moins d'archives sur les personnes qu'elles ont côtoyées, mais qui sont hyper intéressantes. Oui, c'est une bonne question. En réalité, par rapport en tout cas au sujet qu'on traite jusqu'à maintenant, j'en sais beaucoup trop pour un scénariste. Pas assez pour un historien, mais beaucoup trop pour un scénariste. Tout le travail, en fait, pour moi, il est d'arriver à trier, à trancher, à couper, à décider, à choisir. Parce que je disais ça tout à l'heure sur Kiki de Montparnasse, on était parti pour 600 pages. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que si j'avais continué à suivre mon plan de base, c'était 600 planches, ce qui est évidemment impossible. Donc c'est ça que j'ai appris, c'est important de tout savoir, mais en réalité, je vais utiliser tellement peu de choses. Il y a même parfois, sur un débat comme ça, il y a peut-être des choses qui ne sont même pas dans la bande dessinée, dont on parle malgré tout, parce qu'il a fallu que je me documente. Je pense que quel que soit... on aurait du mal avec, si on voulait faire la biographie peut-être de la première peintre rupestre, parce que c'est très, très compliqué. Là, réellement, on ne sait rien. Vraiment, on ne sait rien. Mais en tout cas, sur notre civilisation, qui est quand même une civilisation déjà du verbe, de l'image et du mot, je pense qu'on y arriverait. On y arriverait. Mais ça demanderait peut-être d'étendre la documentation à tout savoir sur le monde à cette époque-là et pas seulement sur le milieu, peut-être. Oui. Puis il y a autre chose aussi, c'est que dans les choix qu'on fait, il faut une vie romanesque aussi. Donc souvent, la vie d'une écrivaine, c'est pas forcément super rigolo à dessiner si elle passe sa journée à écrire. Donc il faut quand même un petit peu d'action. On est dans une bande dessinée, on est dans Tintin hein, quand même. Il faut on ait envie de tourner les pages, que ça raconte une histoire. Il faut que ça raconte un sujet aussi, plus grand que la personne, plus grand qu'elle a écrit un roman. Là, c'est l'histoire du cinéma finalement. À chaque fois, c'est l'histoire de quelque chose. Et puis encore plus grand, c'est quelle empreinte elle a laissée dans la grande histoire, en France, mais au-delà de la France. La Gaumont, tout le monde la connaît dans le monde. Joséphine Baker aussi, finalement, la ceinture de Badane, on la connaît dans le monde. La photo de Man Ray, on la connaît dans le monde. Donc, il faut choisir aussi ces personnages, et ils ne sont pas si nombreux qui laissent une trace, parce qu'on a la chance que nos albums soient vendus dans le monde entier. Donc, quand on voyage, il faut qu'on sache de quoi on parle, en fait. Et c'est vrai qu'avec Alice Gaumont, il n'y a pas de discussion. Tout le monde sait qui c'est, ce que c'est, en tout cas. C'est intéressant de faire des suggestions. Si quelqu'un d'autre a des suggestions, Hildegarde, c'est vrai que ce serait bien. Mais est-ce que vous avez d'autres idées possibles? On est déjà en train de travailler sur une prochaine héroïne, bien sûr. On peut savoir ou pas? On peut se lancer. Une fois de plus, c'est une clandestine de l'histoire, donc une femme pas connue. Je pense que son nom ne vous dira rien. Mais ce qu'elle a fait et l'empreinte qu'elle laisse est évidemment immense, puisqu'il s'agit de la première écologiste, cette fois-ci, de l'histoire, qui est Anita Conti, qui est la première océanographe. Alors, je vais vous dire Cousteau, je crois que tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Greenpeace et personne ne connaît Anita Conti. Voilà. Peut-être que quelqu'un la connaît ici. Donc, c'est pour dans 3 ans. Voilà. C'est ça? Peut-être un peu moins, là. Dernière question. Vous parlez de 500 films qu'elle aurait réalisés. Je pense qu'il s'agit de courts-métrages. Oui, 500 films. Donc, la Fée aux choux, c'est 51 secondes, la première version de la Fée aux choux. Donc, alors, elle va faire des films donc, de 50 secondes à 50 minutes. Voilà. Mais la grande majorité, effectivement, ce sont des courts-métrages. On parlait des phonocènes tout à l'heure. À elle seule, elle a dû en faire entre 150 et 200.
Donc, c'est le temps d'une chanson. Hein. Elle invente le clip aussi. Mais c'est incroyable tout ce qu'elle invente. Merci à tous. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle rencontre.